Cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui veulent apprendre à mieux gérer leur argent et devenir de meilleurs investisseurs. On va voir ensemble comment Michael Saylor, le cofondateur de MicroStrategy, a réussi à acheter environ 650 000 bitcoins avec son entreprise. Tu sais, parfois dans les jeux vidéo, il y a des cheat codes qui permettent d'avoir des vies à l'infini ou encore genre de l'argent à l'infini ou que sais-je. Et ben, on pourrait presque se poser la question si Saylor n'a pas trouvé un cheat code dans le système financier qui lui permet d'acheter beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de bitcoins. Le résultat, c'est que plus il achète du bitcoin, plus il peut en acheter. À première vue, c'est presque sans fin son truc. À son point haut, sa boîte a fait quelque chose comme 4000% de croissance dans les 5 dernières années et il a largement surperformé la grande majorité des actions de la bourse américaine sur la même période. Pour un investisseur, je pense que c'est une mine d'or de comprendre sa stratégie, mais aussi de comprendre les risques qui vont avec. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Tant que tu es là, pense à t'abonner tout de suite, car il y a encore plein d'autres vidéos du même genre à venir. Pour commencer, je te donne un tout petit peu de contexte. Michael Saylor a fondé MicroStrategy en 1989. Depuis, il a renommé sa société en stratégie seulement, avec un symbole de Bitcoin dans son logo, mais pour éviter tout malentendu, dans la suite de la vidéo, je vais continuer à l'appeler MicroStrategy. En gros, à l'origine, c'est une boîte qui fournit des données de marché aux investisseurs, genre de Wall Street ou autres, pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions d'investissement. Donc en fait, ça n'a à la base rien à voir du tout avec la crypto et le Bitcoin. Sa boîte marchait très bien, mais le truc qui le rendait absolument fou, c'est le concept même de l'inflation. Il a vite compris que s'il voulait vraiment s'enrichir, il devait faire beaucoup mieux que l'inflation. Si ta boîte, elle fait une croissance de 12%, mais que l'inflation est de 10%, eh ben, tu n'as augmenté ton pouvoir d'achat que de 2%, t'es d'accord? Le réel objectif, c'est pas la croissance en soi, c'est de combien tu peux battre l'inflation. Sur l'inflation, ni toi, ni moi, ni Saylor pouvons y faire quelque chose. Si les États décident d'imprimer de l'argent sans limite, eh ben, il fait comme tout le monde, il subit une règle du jeu sur laquelle il n'a absolument aucune influence. Il avait beau demander à ses équipes de travailler plus dur, plus longtemps et même, on va dire, plus intelligemment, c'est le système en soi qui était mal foutu, et qu'il est toujours d'ailleurs. C'est là qu'il a découvert le Bitcoin. Je t'épargne toute la phase où il disait qu'il n'y croyait pas du tout, que Bitcoin c'était comment il avait dit, du casino en ligne, et je vais tout de suite au point où il a compris que le Bitcoin, sa philosophie, sa rareté, était potentiellement la solution à son problème. Le plan de Michael Saylor est assez simple dans l'idée, mais audacieux et surtout hyper malin dans la façon dont il est exécuté. En fait, tout a commencé en août 2020, où MicroStrategy avait environ 500 millions de dollars US en cash, en trésorerie qui perdait de la valeur avec l'inflation. Il a converti 50% de ces 500 millions de dollars US en Bitcoin, avec l'espoir de se libérer du phénomène de l'inflation. Il y a eu un effet immédiat sur l'action de son entreprise. Après l'achat initial de Bitcoin, les marchés ont réagi assez rapidement puisque MicroStrategy est devenue la première société cotée en bourse à adopter une stratégie aussi massive en convertissant une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Rappelle-toi du contexte. À l'époque, il n'existait pas de d'ETF Bitcoin aux US. Pour beaucoup d'investisseurs, notamment institutionnels, il était difficile d'investir dans le Bitcoin. En achetant des actions MicroStrategy, maintenant, ils pouvaient à présent s'exposer indirectement au Bitcoin tout en restant dans un système financier dit classique. Et le résultat, c'est que le cours de l'action MicroStrategy a grimpé en flèche, car cette stratégie permettait aux investisseurs traditionnels de profiter de la montée du Bitcoin tout en restant dans un cadre qu'ils connaissaient. Ils ne faisaient entre guillemets que acheter une action après tout. Du coup, voyant cela, Saylor a compris qu'il y avait peut-être vraiment un truc à faire là. Si le cours de son action monte en achetant du Bitcoin, pourquoi pas réessayer une deuxième fois? Il a donc décidé cette fois de lever des fonds pour acheter encore plus de Bitcoin. Et comment il a fait? Voilà justement l'un des mécanismes principaux que je veux que tu comprennes dans cette vidéo. Quelque part, il est là son secret. Je vais beaucoup simplifier, mais on va parler de levée de fonds par obligation convertible. Alors allons-y, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une obligation, on sait déjà ce que c'est. Sinon, je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite précédemment et je te mettrai le lien quelque part là en haut de l'écran ou alors en bas en description. En achetant des obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à MicroStrategy et reçoivent des intérêts comme n'importe quelle obligation. Par contre, la petite subtilité de l'obligation convertible, c'est qu'à la fin, les investisseurs, ils ont le choix. Soit de manière classique, ils récupèrent leur capital, soit ils convertissent les obligations en actions MicroStrategy. En décembre 2020, Saylor il émet 650 millions de dollars d'obligations convertibles à des taux de 0,75%.
Regarde ça d'un point de vue business, c'est pour ça que tu es là. C'est quand même en fait hyper malin. Il lève du capital avec des intérêts hyper faibles, il ne rembourse des investisseurs qu'avec 0,75% d'intérêt pour acheter du Bitcoin. Déjà, sans même considérer le Bitcoin, les intérêts sont largement inférieurs à l'inflation. Donc, opération hyper intéressante pour lui. Petite parenthèse, l'inflation s'applique à ton capital qui perd de la valeur avec le temps, on le sait, mais c'est la même chose, c'est le même principe pour une dette. Admettons, il lève 100 000 dollars aujourd'hui, et ben, quand il rendra ces mêmes 100 000 dollars plus tard, ils vaudront beaucoup moins qu'ils ne valent aujourd'hui. Et en plus, entre-temps, cet argent, il l'aura fait travailler pour lui. C'est ça qui est génial. Hein. Il prend de la dette qui, statistiquement, perd de sa valeur par l'inflation et qu'il remboursera plus tard pour acheter du Bitcoin maintenant, qui, depuis sa création, ne fait prendre que de la valeur. En fait, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Prends peut-être 2 minutes pour revoir ce passage, car c'est vraiment ce principe-là qu'il répète sans arrêt depuis, et avec quelques peut-être légères variations, mais globalement c'est le même principe. Là, ça y est, il est lancé, il enchaîne. 2021, il lève 1 milliard de dollars supplémentaires pour acheter, tu l'auras compris, du Bitcoin. Rebelote. Par contre, maintenant on va voir si tu as bien suivi. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il crée des obligations convertibles. Donc ça veut dire que certaines personnes convertissent les obligations et se retrouvent donc avec des actions MicroStrategy à la place. Est-ce que, en fait, c'est pas génial ça? Les investisseurs ont donc fait un prêt à Michael Saylor et il n'a même pas à les rembourser. Non, c'est devenu maintenant une action, c'est plus une obligation. Là, normalement, ça doit te faire tiquer, parce que si tu as bien suivi, tu as compris qu'à chaque fois qu'il crée des obligations convertibles en actions comme il veut, ça entraîne une dilution des actionnaires existants. Pour prendre des chiffres simples et concrets, pour te faire un exemple. Si une entreprise a 1000 actions, toi, sur ces 1000 actions, tu en détiens 110. Tu es donc, à l'instant T, propriétaire de 11% de la boîte, t'es d'accord? Maintenant, notre ami Saylor décide de, entre guillemets, créer 100 nouvelles actions de nulle part, comme on vient de le voir ensemble. Ce qui fait un total de 1100 actions à présent. Toi, avec tes 110 actions, tu n'es propriétaire plus que de 10% des actions maintenant, t'es d'accord? Alors que jusqu'ici, tu avais 11% de la boîte. Tu t'es donc fait diluer, entre guillemets. C'est là qu'on voit l'audace de son pari, mais aussi le cœur de son idée, en fait. Parce que c'est leur pari que les actionnaires vont accepter de se faire diluer. Il leur dit que le prix du Bitcoin va encore beaucoup augmenter dans le futur, et vu que le prix de l'action est directement lié au prix du Bitcoin, en gros, il leur promet que le prix de l'action va suivre le rythme du Bitcoin. En d'autres termes, il leur promet que la hausse du prix du Bitcoin va largement compenser les actionnaires pour la dilution qu'ils subissent. Un autre élément qui permet de convaincre les actionnaires d'accepter de se faire diluer, c'est qu'avec chaque levée de fonds, ils détiennent entre guillemets de plus en plus de Bitcoin par action. Donc même si les actionnaires se font diluer au niveau de la société MicroStrategy, en fait, la promesse, c'est que chaque action représentera de plus en plus de Bitcoin dans le temps, dans le futur. Pour comprendre, on va reprendre nos 1000 actions. Admettons, la boîte elle est découpée en 1000 actions et détient 20 bitcoins. Les chiffres ne veulent rien dire du tout, mais c'est vraiment juste pour te faire un exemple chiffré simple. En moyenne, chaque action représente donc 0,02 bitcoin. On reprend notre exemple précédent. Il y a maintenant 1100 actions dans la boîte, mais cette levée de fonds a permis d'acheter 5 bitcoins. Encore une fois, je dis n'importe quoi. Il y a donc maintenant 1100 actions pour 25 bitcoins. Chaque action représente maintenant 0,023 bitcoin si tu fais le calcul. L'actionnaire s'est donc fait diluer vis-à-vis des actions, certes, mais son action représente maintenant plus de bitcoin qu'auparavant. Pour quelqu'un qui croit plus au bitcoin qu'au système financier classique, c'est encore une fois assez génial comme concept. Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement, et d'ailleurs aucune partie dans cette vidéo l'est, je dis juste que je trouve que c'est assez malin comme façon de faire. Et depuis, il ne fait que répéter ce cycle. Ce processus a déclenché un effet de boule de neige. Plus l'entreprise achetait du Bitcoin, plus son action grimpait, plus ça attirait de nouveaux acheteurs de l'action. Rebelote, ça générait encore plus de demandes pour l'action, qui faisait encore augmenter son prix, donc Saylor pouvait encore lever plus de fonds pour acheter, tu l'auras compris, du Bitcoin. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire quand je te parlais de cheat code dans l'introduction? Plus il achète du Bitcoin, plus il peut en acheter. Saylor, il joue clairement la carte du long terme et il se soucie relativement peu ou pas des petites fluctuations à court terme.
Pour lui, le Bitcoin, c'est pas juste une monnaie comme les autres, hein. C'est la monnaie parfaite et c'est la solution à son problème. À ce stade, c'est plus vraiment un pari pour lui, mais c'est une conviction. Bitcoin, pour lui, c'est la clé pour préserver la valeur à long terme et ne plus jamais subir l'inflation. Maintenant, on a vu le côté tout beau, tout rose, mais parlons maintenant rapidement quand même des risques et des potentielles failles dans son plan. On va commencer par la volatilité du prix du Bitcoin. Saylor est convaincu que sur le long terme, le prix du Bitcoin continuera à augmenter face au dollar. C'est cette carte-là qu'il joue clairement, hein, parce qu'il ne se préoccupe pas ou peu du court terme. Mais quand il pense, c'est assez risqué. Qu'il le veuille ou pas, si le prix du Bitcoin venait à chuter plus ou moins longtemps en dessous du niveau moyen auquel MicroStrategy a acheté ses Bitcoins, eh ben, ça pourrait le forcer à vendre une partie au moins de ses Bitcoins. C'est une question de liquidité pour rembourser sa dette. Ça pourrait potentiellement affecter négativement la confiance et par extension la valeur des actions de MicroStrategy. Au moment du tournage de cette vidéo, leur coût moyen d'acquisition est d'à peu près 75 000 $ par Bitcoin. Après être monté à 125 000 $ l'autre jour, le prix du Bitcoin aujourd'hui c'est environ 86 000 $. En fait, on est donc plus très loin de leur coût moyen d'acquisition. De toute manière, la bourse, d'une manière générale, c'est beaucoup de psychologie et quasi tout le temps une histoire de confiance. Depuis cet été, le cours de MicroStrategy a chuté d'une soixantaine de pourcents et leur MNAV est même tombé temporairement sous la valeur de 1. Bon, tu vas me dire, mais c'est quoi encore cette histoire de MNAV? Pour faire court, ça veut dire que temporairement, la société MicroStrategy valait moins que la valeur des bitcoins qu'elle détient. C'est comme si tu disais qu'il y avait un concessionnaire de voitures qui a un stock de voitures qui vaut 1 million d'euros, mais que la valeur de toute l'entreprise, stock de voitures compris, est inférieure à 1 million d'euros. Saylor a récemment tenté de rassurer des investisseurs dans une interview et disait que même dans un scénario de stagnation du prix du Bitcoin dans le futur, il n'y avait pas de risque de liquidation avant plusieurs dizaines d'années. Et il continue aujourd'hui à acheter du Bitcoin. Je te passe les détails et si jamais ça t'intéresse, je te laisserai aller regarder de ton côté. Parlons maintenant du risque lié au long terme. Toute sa stratégie est basée sur le fait que le prix du Bitcoin continuera d'augmenter sur le long terme. Mais dans cette stratégie, qu'est-ce qui se passe si le prix du Bitcoin atteint un jour un plateau? Ou alors, mieux encore, c'est une question de conviction, mais est-ce que tu penses que le Bitcoin, en fait, tout court, existera encore d'ici 5 ans, 10 ans, 100 ans? Et si une technologie encore meilleure, qui n'est peut-être même pas encore inventée, venait à le concurrencer? La question, est-ce qu'il saura le reconnaître et même pivoter si jamais cela était nécessaire? Parlons maintenant du troisième risque, le remboursement de ses dettes. Comme on l'a vu ensemble, MicroStrategy a levé beaucoup de fonds et a pris beaucoup de dettes, même si la manière de le faire est extrêmement maligne, je trouve. Tant que le prix du Bitcoin monte, ça fonctionne bien. Mais s'il baisse de manière prolongée, peut-être, les investisseurs seront peut-être moins chauds pour convertir leurs obligations en actions. Dans quel cas, Saylor doit rembourser le capital. On en parlait juste avant, c'est une question de trésorerie. Parlons maintenant un petit peu des facteurs externes, comme par exemple la régulation. On n'en a pas encore du tout parlé dans cette vidéo, mais justement, la régulation dans tout ça, toutes les décisions gouvernementales sur lesquelles il n'a en fait quasiment aucune influence. D'accord, Saylor se rend plus ou moins indépendant de l'inflation, entre guillemets, mais il est toujours dépendant de la régulation et des lois en vigueur. Des régulations défavorables pourraient clairement avoir un impact énorme sur une société comme MicroStrategy. Je ne vais pas en parler, en tout cas je ne vais pas entrer en détail ici dans cette vidéo car j'en ai déjà parlé en profondeur dans ma précédente vidéo sur l'USDT où je creuse vraiment la question de la régulation. D'ailleurs, j'avais fait cette vidéo en 2024 et en 2025, nous y sommes. Le trading en USDT est banni en Europe sur les plus grands échangeurs centralisés comme Binance. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en bas en description pour que tu puisses aller un peu plus loin dans cette réflexion. Parlons maintenant un petit peu d'autres facteurs externes que la régulation. Tu l'auras compris, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait des investisseurs. Sinon, tout s'arrête. Ces investisseurs, ça peut être toi, ça peut être moi, mais c'est surtout des grandes institutions. MicroStrategy fait notamment partie de plusieurs ETF, comme certains MSCI bien connus. Il y a donc beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'argent qui provient de ces ETF. On parle ici de plusieurs milliards. Pour faire simple, c'est les gars de chez MSCI qui décident quelles sociétés ils mettent, ou d'ailleurs ne mettent pas, dans le panier de leur ETF. Ils peuvent, du jour au lendemain, décider de virer une société de leur ETF s'ils le veulent tout simplement. Justement, en ce moment, MSCI examine de près si MicroStrategy devrait encore faire partie de ces ETF ou pas.
La raison derrière, c'est qu'ils commencent à dire que vu que plus de 50% de la valeur de MicroStrategy provient des bitcoins qu'elle détient, eh ben en fait, d'après eux, ce n'est plus une vraie boîte entre guillemets, dans le sens une boîte qui produit quelque chose, mais plutôt un fonds d'investissement ou un fonds bitcoin après tout. C'est une question de définition de chacun, mais tout ça pour dire que si MSCI décide de sortir MicroStrategy de ses ETF, ça risque de secouer pas mal. Allez, retour au cas présent maintenant, et ça fera notre conclusion. Pour l'instant, il faut quand même admettre que son approche a plutôt bien fonctionné, en tout cas jusqu'à l'été dernier. Il avait très largement battu l'inflation, et il avait très largement surperformé la majorité de toutes les autres entreprises cotées en bourse. Depuis cet été, effectivement, le cours de l'action a beaucoup chuté et malgré cette chute, le cours est toujours à plus 500% sur 5 ans. Maintenant, effectivement, à voir comment ça évolue. Mais je rappelle que, pour faire très simple, sa boîte n'a fait rien d'autre que d'acheter du Bitcoin. Et c'est tout. En faisant cela, regarde la performance en bourse jusqu'ici, malgré la chute récente. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ça risque pas d'enclencher une espèce de réaction en chaîne? Imagine toutes les entreprises assises sur des montagnes de cash en trésorerie qui se dégradent ou qui se déprécient petit à petit à cause de l'inflation. Et bien, si elles voient que MicroStrategy a réussi à non seulement protéger son capital, mais à l'agrandir grâce à Bitcoin, combien d'entre elles vont se dire, eh ben, en fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pense un peu aux mastodontes de la tech. Microsoft, Dell, Amazon, Google, j'en sais rien. Mais pas que la tech en vrai. Ces boîtes, elles continueront à créer du cash par leur activité principale, quoi qu'il arrive. Mais si les entreprises comme ça pouvaient maintenant prendre encore plus de valeur rien qu'en achetant du Bitcoin, eh ben, est-ce que tu ne penses pas que ça peut en intéresser plus d'un? Et petite parenthèse, Saylor a déjà fait plusieurs présentations expliquant le Bitcoin au conseil d'administration de certaines de ces grosses boîtes, pour info. Pose-toi maintenant cette question, est-ce que le pari de Saylor n'est pas quelque part une espèce de prophétie autoréalisatrice? Il a ouvert la voie, et si d'autres entreprises maintenant commencent à suivre, qu'est-ce que, à ton avis, ça va provoquer sur la demande du Bitcoin et donc sur son prix? Et par extension, qu'est-ce que ça va faire à la valorisation de MicroStrategy? Est-ce que ça ne fait pas, au fond, partie intégrante du pari de Saylor? Montrer l'exemple et attirer d'autres entreprises dans la danse pour amplifier encore plus l'impact chez lui. Est-ce que tu vois l'impact que ça pourrait avoir sur l'ensemble de notre système économique? Si ces dirigeants commencent à comprendre cela, combien de temps avant qu'ils ne demandent que leur salaire leur soit au moins partiellement versé en Bitcoin? Et partant de ce principe-là, combien de temps avant que le Bitcoin ne devienne, on va dire, entre guillemets, monnaie courante dans notre système économique? En tout cas, une chose est certaine. Le destin de MicroStrategy est maintenant étroitement lié à celui de Bitcoin. Et si son pari réussit, cela pourrait bien changer la manière dont les entreprises gèrent leur argent à l'avenir de manière significative. Il y a plein d'autres questions qu'on pourrait se poser, notamment sur l'avenir du dollar, sur l'avenir de l'euro, mais en attendant, si tu veux comprendre comment créer un business de génie en imprimant de l'argent en toute légalité, regarde la vidéo que je te mets ici en haut de l'écran. Ça aussi, c'est une masterclass niveau business. Abonne-toi, à bientôt, ciao ciao.